Dans une chambre assez sombre, faisons un petit trou dans la fenêtre, laissant ainsi passer un faisceau parallèle de lumière blanche provenant du soleil. Faisons de sorte qu'il passe à travers ce prisme de verre. Sur un écran de projection suffisamment éloigné, nous pouvons observer ceci. Des couleurs, une succession continue de couleurs allant du rouge, qui est le moins dévié, au bleu-violet, qui est le plus dévié. Entre le rouge et le jaune, nous pouvons observer toutes les nuances intermédiaires possibles. De même, entre le jaune et le vert, et ainsi de suite, nous n'observons aucune rupture ni discontinuité. Ce que vous observez ici est le spectre de cette lumière blanche. Alors, comment explique-t-on ce phénomène? Faisons une deuxième expérience. Isolons un faisceau de couleur verte, en plaçant une fente ici par exemple, et faisons-le passer à travers un prisme lui aussi. Nous observons une simple déviation menant à une simple tache verte. Aucune nouvelle couleur n'apparaît. Nous trouvons des résultats similaires en isolant d'autres couleurs, comme le rouge ici par exemple. Nous pouvons alors conclure que cette lumière blanche est une lumière composée. C'est une superposition de plusieurs composantes spectrales que le prisme a permis de séparer. Ces composantes spectrales, ces couleurs, ne peuvent être séparées davantage, elles sont pures. Quel lien cela a-t-il avec l'aspect ondulatoire de la lumière? En effet, chaque couleur, chaque composante spectrale, dans le cas limite où elle est bien isolée des autres, correspondrait à une lumière monochromatique ayant une fréquence nue ou une longueur d'onde lambda bien déterminée et reliée par lambda égale c sur nu, c étant la célérité de la lumière dans le vide. La lumière blanche, quant à elle, c'est une lumière polychromatique. Son spectre est composé de plusieurs composantes, c'est-à-dire plusieurs fréquences ou longueurs d'onde différentes. Et pourquoi fallait-il un prisme pour les séparer? Qu'a-t-il de particulier? En effet, l'indice optique n du verre dépend légèrement de la longueur d'onde, n lambda. Sa valeur est plus grande pour la lumière bleue-violette que pour la lumière rouge. Le verre est un exemple de milieu dispersif. Le prisme est une simple succession de deux dioptres plans. Les différentes composantes monochromatiques de la lumière y subissent deux réfractions successives, et c'est ainsi que le violet se trouve le plus dévié, et le rouge le moins dévié. Ce phénomène est appelé dispersion de la lumière par un prisme. L'extrémité rouge du spectre correspond à une longueur d'onde d'environ 750 à 780 nanomètres, et l'extrémité bleu-violette du spectre est au voisinage de 380 à 400 nanomètres environ. Pourquoi dit-on environ? Parce que cette lumière contient d'autres composantes spectrales invisibles par nos yeux d'humains. Au-delà du rouge, c'est le domaine de la lumière infrarouge. Et en deçà du violet, c'est le domaine de la lumière ultraviolette. Ce sont bien des ondes électromagnétiques qui ne diffèrent en rien de la lumière visible, sauf pour la valeur de leur longueur d'onde. C'est seulement la sensibilité de nos yeux d'humains qui décroît progressivement en passant du visible à l'infrarouge ou du visible à l'ultraviolet, et c'est pour cette raison que la frontière séparant ces domaines n'est pas abrupte, mais seulement approximative. En réalité, le domaine de la lumière visible n'est qu'un minuscule intervalle dans le très large spectre électromagnétique qui s'étend des ondes radio jusqu'au rayon gamma. Une manière intéressante d'étudier ce spectre consiste à isoler un petit intervalle de largeur d lambda, une petite bande spectrale, puis de mesurer sa puissance surfacique ou son intensité delta I. On peut même faire une représentation graphique. Cet axe indique la densité spectrale de cette lumière, delta I sur d lambda. C'est une intensité par unité de bande spectrale. Il suffit ensuite de déplacer la fente pour passer à la bande spectrale suivante et mesurer sa puissance surfacique et ainsi de suite. Nous voyons qu'elle est variable d'une bande spectrale à la suivante, mais il ne nous est pas nécessaire dans cette étude de préciser l'unité utilisée. Nous utiliserons donc une échelle arbitraire. La sensibilité de nos yeux décroît progressivement en se rapprochant de l'infrarouge. Et à partir de là environ, la lumière est indétectable par nos yeux, mais d'autres instruments peuvent mesurer son intensité, c'est la lumière infrarouge. De même, il est possible de mesurer l'intensité correspondant à des longueurs d'onde de plus en plus courtes, et même si la lumière ultraviolette est invisible pour nos yeux, d'autres instruments sont capables de la détecter et de mesurer son intensité.
Voilà donc ce que nous obtenons en analysant la lumière du Soleil. Une courbe dans le maximum et dans le domaine visible. Les bandes spectrales des lambda utilisées ici sont un peu grossières, mais en utilisant des bandes des lambda plus fines, nous nous rapprochons de la vraie allure de la densité spectrale. Nous pouvons utiliser cette méthode avec d'autres sources de lumière. Une lampe à incandescence par exemple. Voilà le spectre que nous obtenons. Il s'agit d'une courbe en forme de cloche ayant un maximum dans l'infrarouge. Ces deux exemples de sources de lumière, le Soleil et la lampe à incandescence, sont des exemples de sources thermiques de lumière, caractérisées par leur spectre continu, dont une partie considérable se trouve en général dans l'infrarouge. Et comment fonctionne-t-elle ? En effet, par le simple fait qu'un corps ou une surface ait une température non nulle, il ou elle émet spontanément un rayonnement électromagnétique appelé rayonnement thermique. Les longueurs d'onde émises ont des intensités différentes. Par exemple, la surface du Soleil a une température de l'ordre de 5700 degrés Kelvin, soit environ 5400 degrés Celsius. Elle émet principalement de la lumière visible, mais aussi en moindre proportion de la lumière ultraviolette et de la lumière infrarouge. Dans une lampe à incandescence, ce filament en tungstène est chauffé par effet Joule jusqu'à des températures de l'ordre de 2000 voire 3000 K et c'est là qu'il commence à émettre spontanément de la lumière visible mais aussi beaucoup d'infrarouge. D'ailleurs, c'est pour cette raison que ce type de lampe est peu efficace. Pour des températures encore plus basses, les corps émettent dans le domaine visible mais en moindre proportion. On peut citer par exemple l'acier chauffé à 1200 voire 1700 K, la lave émise par un volcan de température 1000 à 1500 K. Mais si la température est trop basse, par exemple le corps humain à 37 degrés Celsius, soit environ 310 degrés Kelvin, ou d'autres objets à température ambiante, alors le rayonnement émis dans le domaine visible est quasi inexistant. Le corps n'émet alors que dans l'infrarouge. La lumière émise par rayonnement thermique a pour origine l'agitation thermique, c'est-à-dire le mouvement désordonné et les collisions aléatoires entre particules qui composent la source. C'est pour cette raison qu'il lui correspond un spectre continu. Les agitations aléatoires des particules ne correspondent ni à des fréquences particulières ni à des valeurs particulières d'énergie. Voilà donc une première manière de produire la lumière, les sources thermiques. Il en existe d'autres, et parmi elles, les sources spectrales. Voilà ce qu'on appelle une lampe à décharge. Et voilà l'allure que peut avoir son spectre. Nous constatons d'abord que c'est une lumière polychromatique, bien que la teinte de la lampe est loin d'être blanche. Nous constatons aussi que son spectre n'est pas continu, il s'agit plutôt d'un spectre discret. En particulier, il est composé de plusieurs raies spectrales distinctes, pouvant être dans le domaine visible, dans l'infrarouge ou l'ultraviolet. Cela veut dire que cette source n'émet que certaines valeurs bien particulières de longueur d'onde. Alors comment fonctionne ce type de source ? La lampe contient une vapeur, un gaz monoatomique en général, vapeur de mercure, vapeur de sodium ou du néant par exemple, etc. Dans cette lampe, les atomes qui initialement se trouvent dans leur état fondamental stable passent sous l'effet des collisions vers des états excités. Voilà schématiquement un atome dans un état excité. Ensuite, par un processus appelé émission spontanée, chaque atome reprend de lui-même spontanément, sans influence extérieure, son état fondamental. C'est au cours de cette transition de l'état d'énergie la plus haute vers l'état d'énergie la plus basse qu'un atome génère un photon ayant une longueur d'onde lambda bien particulière. Hc sur lambda égale l'énergie de l'état excité moins l'énergie de l'état fondamental, qui est aussi égale à h nu. Ici, h est la constante de Planck, c'est la célérité de la lumière dans le vide, et là, c'est la différence d'énergie entre les deux niveaux. Cette transition correspond donc à une raie spectrale lambda bien particulière dans le spectre. Vu que plusieurs niveaux excités sont possibles, alors plusieurs transitions sont possibles, et chacune d'elles produit une lumière de longueur d'onde particulière. Il peut y en avoir dans l'ultraviolet, il existe des transitions entre niveaux excités intermédiaires, et il en existe dans l'infrarouge. Ainsi, chaque type d'atome possède son ensemble de raies spectrales, c'est-à-dire un spectre bien à lui, distinct des autres. Mais pour commencer, comment tous ces atomes se sont-ils trouvés dans un état excité ? En réalité, à faible tension électrique, le gaz dans la lampe est isolant et rien ne se produit. C'est en appliquant une tension électrique suffisamment grande qu'une décharge électrique traverse le gaz, ce qui le rend partiellement ionisé. Au niveau microscopique, cette décharge électrique est principalement un courant d'électrons
qui ont été arrachés puis accélérés, qui traversent le gaz et qui font des collisions avec les atomes se trouvant sur leur chemin. Et c'est grâce à ces collisions que les atomes passent dans des états excités et commencent à émettre des photons. Ce processus continue à se répéter en permanence tant que la lampe à décharge est traversée par le courant électrique. Une question se pose. En isolant une raie du spectre atomique, obtient-on une lumière parfaitement monochromatique? Ce que vous voyez là, c'est une lampe à néon. Elle contient des atomes de néon. Et voilà son spectre représenté de façon un peu grossière. Nous allons étudier une raie spectrale particulière. Celle-là, au voisinage de 633 nanomètres, faisant donc agrandir 5000 fois l'échelle horizontale. Voilà l'aspect de cette raie. Vous pouvez clairement constater qu'elle possède une largeur delta lambda non nulle. Donc cette raie n'est pas une lumière parfaitement monochromatique. En effet, toutes les raies spectrales possèdent une largeur finie, c'est-à-dire une largeur non nulle. Pour avoir un moyen de comparer ces largeurs, nous pouvons utiliser la largeur à mi-hauteur de la raie. Repérer la hauteur complète de la raie, puis repérer sa mi-hauteur. C'est à ce niveau-là que vous pouvez mesurer ou calculer la largeur à mi-hauteur de la raie. Pour cette raie rouge particulière du néon, delta lambda est de l'ordre de 0,002 nanomètres. Est-ce une grande valeur ou une petite valeur? Pour l'évaluer, nous pouvons calculer sa largeur relative, définie par delta lambda sur lambda, et nous pouvons calculer sa valeur, ici 0,002 divisé par 632,8 environ, ce qui donne environ pour cette raie 3 fois 10 à la puissance moins 6. Nous retiendrons cet ordre de grandeur, 10 à la puissance moins 6, qui est typique des largeurs relatives des raies des transistors atomiques. Nous examinerons les causes de cet élargissement dans la prochaine vidéo. Pour ne pas la rater, abonnez-vous et activez la petite cloche. Vous pouvez aussi laisser un petit commentaire ou un like pour aider l'algorithme de YouTube à faire connaître notre chaîne. Existe-t-il un autre moyen d'obtenir une lumière encore plus proche de la lumière monochromatique pure? Restons avec cette raie particulière du spectre du néon et faisons agrandir encore l'échelle horizontale par un facteur 50. Notez qu'il s'agit bien de la même raie, dont la largeur à mi-hauteur, delta lambda est de l'ordre de 0,02 nanomètres. Gardons ici en trait interrompu l'allure de son profil et changeons le type de la source. À la place de la lampe spectrale à néon, nous allons utiliser un laser, hélium néon, HENE. Remarquez déjà la grande directivité de son faisceau. À quoi ressemble son spectre? C'est une série de pics régulièrement espacés et beaucoup plus fins que la raie spectrale de transition atomique. On les appelle modes propres ou simplement modes du laser. Clairement, ce spectre est beaucoup plus pur que celui de la raie spectrale, donc beaucoup plus proche de la source monochromatique idéale. Mais d'où viennent ces pics? En effet, en représentant une coupe simplifiée du laser, nous voyons qu'il est constitué d'une cavité résonante, ou simplement une cavité. C'est un milieu transparent qui se trouve entre deux miroirs, deux réflecteurs, l'un d'eux étant légèrement transparent pour que le faisceau puisse en sortir. Cette cavité résonante agit comme un filtre pour les fréquences de la lumière, car seules quelques valeurs de longueur d'onde bien particulières peuvent satisfaire ces conditions limites, comme celle-ci par exemple, ou celle-là. Ces conditions limites, ce confinement de l'onde lumineuse dans la cavité, conduit à la quantification des valeurs possibles de longueur d'onde pouvant y exister. Ces pics donc correspondent à ces valeurs particulières de longueur d'onde pouvant exister dans la cavité. Remarquons aussi que ces pics admettent une largeur à mi-hauteur très petite mais non nulle. Delta lambda indice M, M pour mode, peut être 100 à 1000 fois plus petite que la largeur de la raie en ordre de grandeur. Nous parlerons des causes de cet élargissement dans la prochaine vidéo, mais pour le moment, retenons cet ordre de grandeur. Delta lambda M d'un mode divisé par lambda est de l'ordre de 10 à la puissance moins 8, voire 10 à la puissance moins 9, qui sont des valeurs typiques des largeurs relatives, des pics correspondant au mode des lasers qu'on trouve dans le commerce. Il existe aussi des lasers ayant des spectres encore plus purs. La cavité résonante. Voilà un début d'explication de ce spectre, mais seulement un début, car cela n'explique pas ce que font ces modes sous le profil de la raie spectrale du néon. Poursuivons donc le schéma simplifié. D'abord, le milieu qui remplit la cavité contient un mélange d'atomes d'hélium et de néon. Les atomes émetteurs ici sont les atomes de néon. Les atomes d'hélium jouent seulement un rôle intermédiaire dans la mise en état excité des atomes de néon. Quel état excité? Il y en a plusieurs. Celui qui donne naissance à cette raie en particulier.
Mais nous n'avons pas encore atteint le cœur du sujet. En effet, le fonctionnement du laser repose sur un processus essentiel appelé l'émission stimulée. En effet, il existe un troisième processus de transition atomique autre que l'absorption ou l'émission spontanée. C'est l'émission stimulée. Schématiquement, lorsqu'un atome, initialement dans un état excité, I, se trouve en présence d'une lumière dont la longueur d'onde correspond à la transition vers un état J d'énergie plus basse, la probabilité d'effectuer cette transition de I vers J devient très grande et se fait en émettant un photon identique au premier. Identique signifie même longueur d'onde, même direction et même phase. Ces deux photons identiques vont à leur tour conduire d'autres émissions stimulées avec d'autres atomes. Alors si plusieurs atomes sont préparés dans l'état excité I, ils finiront par émettre un grand nombre de photons identiques. La lumière correspondant à cette raie d'émission se trouve ainsi à la fois amplifiée par cette émission stimulée et en même temps filtrée par la cavité, ce qui explique l'allure de ce spectre. Cependant, il est très peu probable de rencontrer l'émission stimulée dans un système ordinaire, dans une lampe spectrale par exemple, car le nombre d'atomes se trouvant dans l'état fondamental sont beaucoup plus nombreux que ceux dans l'état excité. C'est là la particularité du laser. Le milieu actif du laser doit en permanence posséder un très grand nombre d'atomes préparés dans l'état excité voulu pour que l'on puisse profiter de cette amplification par émission stimulée. Voilà en bref le mécanisme du laser. Nous venons de voir que les sources réelles n'émettent pas de lumière monochromatique pure, mais nous n'avons pas détaillé les causes. Nous examinerons cette question dans la prochaine vidéo. Pour ne pas la rater, cliquez sur s'abonner et activez la petite cloche et merci de nous avoir suivis.